Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous voir aussi nombreux, aussi nombreuses dans cette salle de l'Espace Mendes France. Madame la présidente de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, Madame Coutel, Monsieur le doyen de la fac de droit Didier Veillon. Écoutez, on est vraiment ravis de vous accueillir, Marie Bardiot-Vaillante, aujourd'hui. Vous êtes scénariste, notamment de 2 bandes dessinées sur des avancées anthropologiques majeures de ces dernières années. Vous avez écrit une BD sur l'abolition en 2019, abolition autour de l'œuvre de Robert Badinter. Et puis aujourd'hui, nous sommes réunis et vous avez la chance de pouvoir échanger avec Marie sur cette BD Bobigny 1972, qui est un procès plaidé par Gisèle Halimi, et la première pierre sur un long chemin qui a mené il y a quelques semaines à l'entrée dans la Constitution du droit, de la liberté de se faire avorter pour les femmes en France. Je vous inviterai aussi à regarder l'exposition qui est à l'extérieur de la salle, au rez-de-chaussée, une exposition qui a été réalisée par des universitaires de l'Université de Poitiers, du labo d'histoire, et qui relate l'histoire de l'avortement du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours dans l'ensemble du monde. Au passage, notamment à l'attention des enseignants, mais également des élèves et des étudiantes, n'hésitez pas à la demander. Elle est libre d'accès auprès d'Héloïse Morel, qui est médiatrice scientifique à l'Espace Mendes France. Écoutez, cette rencontre entre des étudiants, des élèves du lycée Victor Hugo et puis vous, la scénariste de cette BD, c'est fait à l'initiative du R3, d'un réseau de recherche, d'un réseau de recherche, je ne vais pas parler avec des sigles, d'un réseau de recherche sur la BD, qui est animé par Frédéric Choreau, avec Irène Leroy-Durie également. Donc merci à vous pour ce partenariat. Et donc avec la contribution d'Héloïse Morel, qui est médiatrice scientifique. Et donc cette BD est vraiment formidable. C'est un récit à la fois informé et extrêmement sensible de ce moment absolument essentiel pour l'histoire de l'avancée des femmes et leur possibilité de disposer de leur corps. Je vais juste vous dire en quelques mots ce que c'est l'Espace Mendes France. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fréquenté. Je m'adresse aux étudiants, aux élèves. Vous connaissez peut-être ? Non, c'est la première fois. Donc c'est une association, c'est important de le dire, c'est une association qui est soutenue par la communauté urbaine et la région. Et c'est une association de culture scientifique qui a pour objectif de rendre accessible l'ensemble des sciences, pas seulement les sciences dites dures, mais aussi les sciences humaines et sociales, auprès de tout public. Voilà. Et on a un accent particulier et une prise en compte du droit des femmes et de l'accès des femmes, notamment aux sciences, avec quelques chiffres. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'avortement, quoique, en fait, si, tout à fait. Aujourd'hui, les femmes représentent 12% des enseignants-chercheurs en mathématiques fondamentales. Aujourd'hui, elles représentent 20% des métiers des femmes qui travaillent dans le numérique. Et puis 18% dans les grandes écoles scientifiques comme Centrale OX. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'égalité homme-femme dans notre société. Écoutez, pour conclure, je dirais quelques mots sur la vigilance justement qu'il y a à maintenir sur le maintien, sur le respect du droit des femmes dans nos sociétés. La BD s'ouvre sur une citation de Simone de Beauvoir qui explique très bien qu'en cas à la moindre crise économique, religieuse, sociale, le droit des femmes peut être remis en cause. Elle nous appelle donc à la vigilance. Juste quelques informations sur l'état du droit à l'avortement en Europe. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années. Mais en Europe, il y a quelques avancées avec un avortement légalisé en Irlande en 2019. Mais le saviez-vous, en 2013, en Espagne, est quasiment passé un projet de loi qui menaçait l'interruption volontaire de grossesse. Au Portugal, l'IVG a été légalisé en 2007. Mais en 2015, on a demandé aux femmes de rembourser 100% des frais médicaux liés à l'interruption volontaire de grossesse. En Pologne, le droit à disposer de son corps a été restreint en 2021 et en 2022, en Hongrie, désormais,
on demande aux femmes d'écouter les battements du cœur du fœtus avant de se décider. Donc vraiment pour nourrir votre vigilance, je vous invite à lire avec attention la BD Bobigny de 1972. Vous la trouverez ici, vous pourrez la faire dédicacer par l'autrice. Et vraiment, je vous remercie de votre présence. Et je ne doute pas un instant que l'échange soit très nourri et fructueux. Madame Coutel. Merci. 2 mots de l'Observatoire des violences de Nouvelle-Aquitaine, des violences sexistes et sexuelles, qui est co-organisatrice, qui s'est associée à Frédéric Chauveau pour organiser ce colloque. Cet observatoire est né après le Grenelle des violences. Et il est né de la volonté de l'État et de la région de se doter d'un outil sur toute la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire 12 départements, pour étudier, donc avoir des chiffres. Tant qu'on n'a pas des chiffres, on ne sait pas faire de politique publique sur la réalité des violences sexistes et sexuelles dans tous les domaines. Et chaque jour, si je puis dire, on découvre des secteurs entiers où on avait peut-être oublié de regarder. Le sport récemment, vous savez qu'on a tenté de faire les chiffres du sport au 8 mars, on ne les a pas trouvés. Les fédérations ne les donnent pas ou ne veulent pas les donner ou ne les connaissent pas. Mais l'université n'en est pas exempte. Le monde des arts et du cinéma, on le voit encore récemment. Donc l'Observatoire a pour objet de sortir des chiffres, a pour objet de faire des études. Il y a 2 études qui sont sorties, une sur les violences des femmes en milieu rural. Je ne sais pas si vous savez qu'en Nouvelle-Aquitaine, les femmes en milieu rural, c'est 30% de la population. Le milieu rural représente 30% de la population et les féminicides sont 50% ont lieu en milieu rural. Donc, vous voyez un exemple. On a fait aussi une étude sur... Oui. Elles sont la moitié des féminicides alors qu'elles ne représentent que 30% de la population. Les femmes et handicap aussi, c'est une raison supplémentaire de subir des violences. Mais aussi, nous essayons, je dis mais parce que là c'est l'aspect négatif des violences, de mettre en valeur les bonnes pratiques, de trouver ceux qui ont des solutions, si je puis dire, ou qui mettent en œuvre des politiques qui sont efficaces. Et on travaille au niveau de l'échelle de la Grande Aquitaine, et puis de valoriser ces études. Voilà l'objet de l'Observatoire. Si ça vous intéresse, vous avez un site, nous venons de le refaire, sur lequel vous trouverez ces chiffres, sur lequel vous trouverez nos études, sur celles que l'on va faire. Et je vous invite à aller le voir et à y faire vos remarques et à le faire vivre. Je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser. Bien évidemment, les violences qui ont eu lieu au moment de l'avortement font partie de ces violences sexistes et sexuelles à l'égard des femmes. On ne cite pas souvent en Europe Malte. Malte, l'île de Malte, a été l'île qui se met en avant, ou plutôt les autres pays la mettent en avant. Moi, je les ai vus à l'œuvre à l'ONU faire du lobbying pour que l'Europe n'adopte pas une position commune. C'est dramatique, mais il n'y a pas de position. Ça commence à venir. Position commune sur l'avortement en Europe. Et surtout, fait du lobbying auprès des pays africains ou des pays asiatiques pour ne pas adopter l'avortement. Donc les combats peuvent continuer, si ce n'est en France, du moins à l'international. Bon après-midi. Bonjour, alors, moi je suis Frédéric Chauveau, je suis universitaire et également donc responsable du réseau de recherche sur la bande dessinée en Nouvelle-Aquitaine. Alors on regroupe les 6 universités et tous ceux et toutes celles qui sont intéressés donc sont bien sûr les bienvenus. Alors juste pour donner une petite précision, on a aujourd'hui en France à peu près 5500 bandes dessinées qui sortent par an. Donc vous voyez, pour avoir une culture bédéiste complète, bon, il faut quand même faire un certain effort. Et à l'intérieur de cette galaxie ou de cet univers, vous avez donc toutes sortes de genres, de styles, de sujets d'intérêt, dont évidemment donc celle qui vous est présentée aujourd'hui, donc Bobigny, donc 1972. Alors sur la bande dessinée elle-même, je ne vais pas en dire beaucoup plus puisque c'est l'objet évidemment des échanges. Simplement, c'est une bande dessinée qui se situe à la croisée en fait de plusieurs thématiques parce que on a l'avortement. Mais il y a également donc le viol à l'intérieur. Et si vous êtes un petit peu curieuse ou curieux, vous avez peut-être pu voir que tout récemment, dans l'édition du Monde de ce week-end, alors je fais de la publicité, hein, je n'ai pas d'action pour le journal Le Monde, mais vous avez donc une double page signée par Anne Chemin qui fait une sorte de parcours panoramique sur le viol. Voilà, donc ça peut être une prolongation. Et puis le réseau de recherche bande dessinée donc, a essayé de
proposer comme ça toutes sortes d'entrées, mais plus particulièrement autour du corps, le corps dans la bande dessinée, que ce soit le corps marginalisé, le corps handicapé, et puis évidemment, vous l'avez déjà deviné, on a donc à plusieurs proposé donc un travail qui s'appelait À coups de cases et de bulles. Alors bon, le titre n'est pas forcément fameux, mais en tout cas c'est celui qui a été adopté sur les violences sexistes, sexuelles faites aux femmes dans la bande dessinée. Et là c'est tout à fait intéressant puisque la bande dessinée, alors quel que soit le style, que ce soit franco-belge, manga ou comics, c'est vraiment donc à travers leurs autrices et leurs auteurs le reflet de la société telle que cette société existe véritablement. Et on voit comme ça donc apparaître toute une série de thèmes. Bon, une bande dessinée comme celle d'aujourd'hui, Bobigny, il y a 20 ans, bon, c'était sans doute quelque chose qui relevait peut-être de l'impensé. Et aujourd'hui, donc, ça devient possible. La bande dessinée est ici, elle est formidable. Et je vous signale que la librairie Zuber nous a confié un certain nombre d'exemplaires. Ils sont en vente tout à l'heure à partir de 16h. Et pendant 1 heure, vous pourrez éventuellement donc vous la faire dédicacer si vous le souhaitez. Alors, je n'ai pas d'action non plus auprès de l'éditeur qui est l'éditeur Glénat, mais enfin, n'hésitez pas. Vous passerez donc un grand moment voilà, avec plein d'émotions en lisant et en parcourant cette bande dessinée. Maintenant, c'est à vous pour 1h30. Alors, on me demande de reprendre la parole. Juste un mot pour présenter donc les intervenantes et les intervenantes. Alors, je pense que pour l'autrice de la bande dessinée, donc comme celle qui sera donc la vedette de cet après-midi, donc j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. À côté d'elle se trouve donc Marie Valin, qui est donc maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Poitiers et qui est devenue donc une spécialiste de sujets, disons, que l'on pourrait appeler, enfin, en tout cas, qui gravitent autour de la justice au sens large. Et puis, à côté de Marie Valin, eh bien, se trouve Laurence Le Turmy, qui est professeure à la faculté de droit de l'université de Poitiers, qui a plusieurs casquettes, mais qui est notamment donc spécialiste de criminaux et qui est responsable notamment du master de sciences criminaux. Donc voilà, si ça vous donne des idées pour plus tard, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est elle qui fera partie du jury d'admission. Bon, ben bonjour hein, déjà. Voilà, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Et une première chose, je suis ravie parce que cette salle est pleine de jeunes personnes. Et moi, j'ai enseigné une dizaine d'années dans ma vie. Et il m'est très important. Enfin, la question de la transmission est essentielle chez moi. Comme je dis souvent, les gens de ma génération plus âgés m'intéressent plus tellement. Et donc moi, ce qui motive, en fait, c'est de raconter des histoires, des récits et de toucher un public plus jeune. Je suis historienne, hein, j'ai un doctorat d'histoire. Mais donc j'aurais pu, souvent on me dit, oui du coup, hein, je prends la parole, excusez-moi. Souvent on me dit, mais Marie, pourquoi tu n'écris pas des livres d'histoire, etc., genre sans images, quoi. Ben, justement, j'ai choisi de faire la bande dessinée en tant qu'historienne pour pouvoir utiliser un médium que je qualifierais de très populaire dans son sens le plus noble, c'est-à-dire qu'un bouquin d'histoire sur procès de Bobigny de 500 pages, ça vous ferait peur, et à juste raison, ou sur l'abolition de la peine de mort aussi. Là, le dessin, quelque chose de particulièrement séduisant. Moi, je ne dessine pas, donc je le dis vraiment en toute gratuité. Et ça permet d'attirer justement voilà, des publics pour qui, alors des jeunes publics ou des publics qui estiment que les questions de recherche leur sont très difficiles sur des sujets de niche, voilà. Des gens sur un panel beaucoup plus large. Je mets toujours des bibliographies à la fin pour qu'effectivement cette porte d'entrée, parce que mes BD pour moi sont des portes d'entrée sur des sujets politiques, d'actualité ou historiques, on puisse aller plus loin si on le souhaite. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça marche? Ouais. C'était à peu près ma première question. Ben voilà. Désolée Marie. Mais justement, bon, ma première question, elle est par là aussi. C'était un peu qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de faire de la bande dessinée? Et quel est le parcours qui t'a mené de la thèse de doctorat à la bande dessinée? Et tu as déjà un petit peu répondu à cette question, mais que t'offre aussi le milieu de la bande dessinée que t'offrait pas forcément le milieu universitaire? En fait, j'ai fait mes études en 2 parties. Il y avait une maîtrise d'histoire que j'ai... donc j'ai arrêté mes études parce que je suis tombée enceinte en fait à 23 ans.
Donc, j'ai élevé mon enfant, j'ai bossé, etc. J'ai enseigné, j'ai passé un concours. Et je les ai reprises à la naissance du 3e enfant. Et voilà, j'ai passé un Master 2 et j'ai fait une thèse autour de l'histoire de l'abolition de la peine de mort dans les 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Donc, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est vraiment, moi je milite pour l'abolition universelle, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, je fais ça et en même temps, je me suis mise, pendant mon Master 2, je me suis mise à faire de la BD. En fait, j'ai eu une opportunité. Donc, moi j'étais une grande lectrice de bande dessinée, je commençais à écrire un petit peu des articles à droite à gauche, et c'est vrai que j'ai clairement eu une opportunité, donc je m'y suis engouffrée. J'ai co-scénarisé d'abord, et puis très rapidement, en fait, j'ai travaillé seule sur des sujets. Voilà, je suis arrivée un peu avec mes gros sabots en disant, moi, si je fais de la BD, c'est pour, surtout à mon âge, parce que ouais, j'avais 34 ans, c'est pour faire des choses qui, pour moi, me paraissaient avoir du sens. Donc, le premier album que j'ai fait seul, en fait, s'appelle La Guillotine, quand même. Donc, j'avais extrait 15 pages écrites de ma thèse pour en faire 40 planches de bande dessinée. Voilà, c'est un exercice de style. Et puis depuis, je travaille toujours sur les questions de justice parce qu'il n'y a absolument que ça qui m'intéresse dans la vie, de travailler autour de ça. Mais je suppose que vous deux aussi. Donc voilà, le reste, on s'en fiche un petit peu, quoi. Oui, très bien. Et justement, quel est le parcours qui te mène de la question de l'abolition de la peine de mort à celle de la lutte pour le droit à l'avortement ? Donc, je disais que je suis militante. Donc, je milite pour voilà, les questions liées à l'abolition de la peine de mort, les questions carcérales aussi. Je suis anticarcérale. Et je milite aussi, je suis militante féministe, donc dans plusieurs collectifs. Et j'avais fait des livres sur les questions féministes, des albums. Donc un qui est un collectif qui s'appelle Féministe avec un S. En plus, j'avais fait la coordination éditoriale, en fait, dedans. Et un autre qui s'appelle Fille d'Oedipe, qui est une réécriture d'Antigone. Pendant Féministe, justement, moi j'ai écrit 2 histoires dedans et je voulais à la base parler de mon propre avortement. Et ça s'est pas fait parce qu'en fait j'ai parlé des violences sexuelles que j'ai subies, jeune femme, et donc ça a pris toute la place. Et voilà. Donc suite à ça, il était évident que pour moi il y avait une sorte de manque dans ma bibliographie. Et il fallait que je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais parler d'avortement, mais je savais pas comment. Et je sortais là de 2 albums quand même assez durs. Donc un sur l'abolition de la peine de mort avec Robert Badinter, sur son parcours militant et avocat. Et l'autre qui s'appelle L'enfer est vide, tous les démons sont ici, sur le procès Eichmann. Donc cet album-là est particulièrement difficile parce qu'il est à la croisée des chemins entre plusieurs luttes. Déjà, pour moi, je me bats beaucoup contre l'antisémitisme, notamment, depuis très longtemps aussi. Donc il y avait ça. Donc il y a quand même 30% du bouquin sur la Shoah, 30% sur Eichmann, son exécution, etc. Et 30% sur le nationalisme israélien. Je me suis dit, oh là là. Donc j'avais envie de choses un tout petit peu plus solaires et des histoires de femmes de nouveau. Et un matin, je me suis levée, je me suis dit, mais évidemment, je vais traiter du procès de Bobigny. Enfin, je vais parler de Marie-Claire Chevalier, voilà. Et au fait, il y a une sorte d'évidence, quoi. Tu t'avances, tu fais des bouquins. Et souvent, on ne sait pas quel va être... Enfin, personnellement, moi, je ne sais pas forcément quel va être le prochain. Et ça se révèle à moi assez comme ça. Mais il y a une logique, finalement. Alors, je coupe juste parce qu'il y a des mots qui sont utilisés et le sens des mots est important. Parce qu'on parle d'un procès, donc on parle de la justice et donc on parle du droit. Et en l'occurrence, quand on réprime des comportements, c'est le droit pénal. Or, jusqu'à présent, le mot que vous avez tous entendu, c'est le terme d'avortement. D'accord ? L'avortement reste en France interdit. L'avortement est une infraction et si on se fait avorter aujourd'hui, on encourt toujours une peine de prison. Ce qui est autorisé, ça n'est pas l'avortement et c'est là où le vocabulaire est important. Ce qui est autorisé, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Donc si vous dites interruption volontaire de grossesse, là vous êtes dans la liberté
qui a été constitutionnellement reconnu il y a quelques semaines et qui est évidemment autorisé par la loi civile, la loi générale. En revanche, si vous parlez d'avortement, là, vous vous placez sur le terrain de l'interdiction. Alors, comment ça se concilie ? Bien, tout simplement parce que, certes, l'interruption volontaire de grossesse est une liberté, mais il y a des conditions qui sont posées pour exercer cette liberté. C'est fréquent, hein, les conditions d'encadrement d'une liberté. On peut recourir à l'interruption jusqu'à 14 semaines de grossesse, par exemple. Si on dépasse, bien, on est hors la loi, et là, on est auteur d'un avortement. OK ? Je crois que c'est vraiment important, les termes aujourd'hui, ne pas confondre avortement et interruption volontaire de grossesse, ce n'est pas la même chose. Je ferme ma parenthèse. Merci Laurence, parce que c'était essentiel en l'occurrence. Je vais rebondir sur une question d'actualité. Donc la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse vient d'être adoptée constitutionnellement. Elle est entrée dans la Constitution en France. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Quelle a été ta réaction quand ça a été adopté ? Alors, j'ai suivi toute la journée au Sénat, en fait, parce que je ne savais pas si ça passerait au Sénat. Ils n'avaient pas très envie. Donc là, j'étais vraiment contente le soir quand le Sénat a voté, parce que je savais qu'après le Congrès, donc le Parlement en Congrès, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat quand ils vont se promener à Versailles. Et je savais que voilà, bon, du moment que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient voté chacun de leur côté, c'était acquis. Donc ça m'a pas tellement fait quoi. Ce jour-là, c'est plus le vote du Sénat pour moi qui a été le marqueur. Alors sur le fond maintenant du sujet, évidemment que c'est important, mais bon, je suis mi-temps. Moi, je voulais le droit. Le droit. Bon, on a eu la liberté garantie. Donc, effectivement, Laurence, tu pourras nous expliquer voilà, plus précisément les définitions et les précisions. Ça laisse un trou dans la raquette. Néanmoins, on parlait de l'Union européenne tout à l'heure. Et il y a un gros mouvement qui est en train de s'amplifier. Mon corps, je ne sais plus, My Voice, My Choice, je crois. Ouais, c'est ça. Notamment porté, Alice Coffin est assez là-dedans. Voilà, sur la question de l'Union européenne et des pays où le droit à l'IVG n'est pas possible. Je pense notamment à la Pologne et à Malte, parce que merci d'avoir appelé Malte, parce que moi aussi je le rappelle à chaque fois, parce que personne n'en parle jamais. C'est une toute petite île, mais alors qu'est-ce que c'est répressif sur le sujet ? En parlant de la Pologne, le 11, là, cette semaine, ils vont voter à l'Assemblée. En fait, ils ont 3 propositions de loi distinctes qui montent au Parlement et sur justement la question du sujet du droit à l'IVG, dont 2 qui seraient plus libérales et une qui serait répressive. Donc, il faut les soutenir. Sur les réseaux sociaux, hein, tout ça. Donc, j'estime que cette question de la constitutionnalisation dans notre pays, pour nous, reste symbolique, même si, effectivement, dans des périodes de crise politique, les symboles sont importants. Néanmoins, ça permet de mettre un pas sur la question de l'Union européenne, où certaines de nos voisines n'ont toujours pas accès aux IVG. Et personnellement, j'attends depuis des années qu'on inscrive la question de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de 2001 de l'Union européenne, comme on a inscrit par exemple l'interdiction de la peine de mort dans cette même charte. Voilà, parce que j'estime que le droit à l'IVG est un droit fondamental, tout simplement. Voilà ce que je peux dire du sujet. Moi, je pense que les symboles, c'est toujours important. Le juriste ou la juriste vous dirait que ça a été mis dans la Constitution, c'est un peu étonnant, parce que la Constitution, c'est un texte qui a vocation à régir les rapports politiques
entre les différentes instances, le président, le Premier ministre, l'Assemblée nationale et le Sénat, et que donc c'est en cela un peu curieux. En même temps, c'est le texte qui a la plus grande valeur en France. Et donc, symboliquement, c'est fort, évidemment. L'intérêt aussi, c'est que, vous savez, quand quelque chose est décrété par une loi, eh bien, il suffit qu'une autre loi passe, vienne dire le contraire pour que ce soit remis en cause. C'est facile de déconstruire une loi. C'est pas facile du tout de déconstruire un texte, un article dans la Constitution. Parce que, d'abord, on ne change pas de Constitution tous les 3 jours, comme on peut changer la loi. Notre Constitution, elle date de quand, notre Constitution ? 58. Alors évidemment, hein, les articles dans la Constitution ont évolué. Tout n'est pas de 1958, ça a beaucoup bougé depuis, mais quand même. Et donc pour changer de Constitution ou pour changer un article dans la Constitution, c'est techniquement très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'une loi. C'est en ça que c'est symbolique, c'est une façon de garantir les choses, de garantir cette liberté garantie, justement, hein, au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et on voit bien que, ou on perçoit bien, avec des exemples de pays pas si loin de nous, que c'est peut-être utile, hein, de garantir cette liberté. Voilà. Donc les symboles sont toujours importants, me semble-t-il. Ouais. Oui, merci. Alors évidemment, je posais la question un petit peu dans cette idée-là, et puis aussi pour rappeler la différence entre, il me semble qu'au début, la volonté, c'était de faire rentrer le droit à l'avortement dans la Constitution, que finalement, ça a été changé en liberté, garantie de la liberté d'avorter. Alors, donc effectivement, c'est important et c'est symboliquement fondamental, etc. D'autant qu'on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis et pour mes élèves qui sont au fond de la classe, on a beaucoup parlé de l'Amérique latine aussi, donc où globalement le droit à l'avortement a été difficilement gagné dans des pays comme l'Argentine en 2020 et où là, avec l'arrivée de Javier Milei au pouvoir, il va probablement être remis en question. Néanmoins, plus proche de nous, la question du droit, l'accès concret à l'avortement, à l'IVG, est menacée par exemple en Italie où en fait il est toujours possible d'avorter légalement. Par contre, les plannings familiaux ferment, les médecins insistent sur leur liberté de conscience pour refuser de pratiquer les avortements. Et donc il y a cette question quand même de sauvegarder l'accès au droit réellement. Et donc voilà, la nécessité aussi de sauvegarder ce droit de manière concrète. Et donc je vais rentrer dans la bande dessinée par ce biais-là parce que je trouve que la BD et ce procès de Bobigny montrent vraiment bien ça. C'est comment, en fait, à un moment où l'IVG est illégale, finalement, l'argumentaire principal donc, de Gisèle Halimi, c'est de montrer que quand on a de l'argent, en fait, on peut contourner la loi. Donc, est-ce que ça a été un choix de ta part de mettre l'accent là-dessus ? Est-ce que c'est fondamental dans les archives aussi ? Voilà. Oui, sur la partie du procès qui n'est pas, à mon sens, le plus important dans cet album, mais qui arrive. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu de procès, il n'y aurait pas eu d'album parce que l'affaire n'aurait pas été connue. Oui, c'était fondamental de parler de la question de classe sociale parce que c'est toujours le cas. La justice est ce qu'elle est, elle est imparfaite. Moi, je soutiens énormément toute la magistrature, etc. C'est pas tellement le sujet. Néanmoins, il est évident que nous ne sommes pas tous jugés de la même façon, mais bon, c'est inhérent à l'humain hein, et à plein de choses, déterminisme. Et comme dit Gisèle Halimi, effectivement, quand elle reçoit par exemple comme témoin Claude Servan-Schreiber, Madame ou Delphine Seyrig, qui était une star à l'époque, hein, une star du cinéma, elles ont avorté, elles l'ont dit, et jamais on les a embêtées pour ça. Donc effectivement, selon qu'on est plus ou moins connu, Gisèle Halimi le dit bien, je n'ai jamais plaidé pour des femmes de médecins, pour des femmes de députés.
Et elle rajoute, et moi ça j'aime beaucoup, ni pour leur maîtresse. Donc c'est vraiment intéressant de constater qu'effectivement, elle ne plaide que pour des Marie Claire et des Michel Chevalier, c'est-à-dire des femmes issues des classes populaires. Et donc la loi de 1974-75, du 17 janvier 75 sur l'IVG, elle permet ça. Personne n'est obligé à pratiquer une IVG dans sa vie, bien évidemment. On peut tomber enceinte 10 fois et garder 10 enfants, il n'y a aucun souci. C'est chacun, ça, c'est la liberté individuelle. En revanche, la loi, elle permet que celles qui souhaitent arrêter une grossesse puissent le faire. Ça n'ôte rien à celles qui ne le veulent pas. Et c'est ça qui est essentiel. Et ça permettait l'égalité, puisqu'à cette époque-là, dans les années 70, les femmes qui voulaient avorter, qui avaient des moyens, elles trouvaient de toute façon à avorter. Elles allaient à l'étranger, puisqu'il y avait d'autres pays en Europe qui pratiquaient les avortements ou des IVG, les Pays-Bas, l'Angleterre notamment, où il y avait des médecins qui se faisaient payer rubis sur l'ongle en France pour très cher, pour pratiquer certes un acte médical illégal, mais qui était sans difficulté et qui savaient très bien faire. Et voilà, donc du moment qu'elles avaient les moyens, elles pouvaient le faire. Du moment qu'elles avaient les réseaux, Marie Claire et Michel Chevalier, elles connaissent personne. Et donc, elles font appel à ce qu'on appelait une faiseuse d'ange, donc des femmes qui pratiquaient des avortements en toute illégalité. Et sur les tables de cuisine, avec des conditions antiseptiques où les femmes, il y en a qui mouraient, il y en a qui finissaient stériles. On voit d'ailleurs Marie-Claire, elle fait une septicémie, une infection, et elle part en urgence à l'hôpital. Donc là, évidemment, une fois qu'elle est à l'hôpital, on la prend en charge parce que c'est quand même le rôle des soignants de sauver les patientes. Mais on ne peut pas s'empêcher, une fois de plus, de l'humilier pour ça. Et ce que raconte d'ailleurs Gisèle Halimi, qu'elle-même a vécu la même chose quand elle était jeune femme. On l'a humiliée, on lui a fait ce qu'on appelle un curetage à vif, c'est-à-dire sans anesthésie. On a pratiqué sur elle une interruption de grossesse sans anesthésie. C'est ce que raconte aussi Annie Ernaux, qui est une grande écrivaine, qui a eu le prix Nobel, donc vous en avez peut-être entendu parler. Je parle aux lycéens, aux lycéennes. Qui raconte dans un livre qui s'appelle L'événement, qu'on lui a fait subir dans les années 60. Un avortement à l'hôpital en urgence, parce que pareil, elle était passée par une avorteuse avant et que elle a fait une septicémie aussi, et qu'on lui a fait à vif. Et le lendemain, Annie Ernaux raconte ça, et je trouve ça très frappant. Le lendemain, c'est un interne qui a pratiqué l'IVG. Et elle était étudiante en lettres à ce moment-là, en licence de lettres, Annie Ernaux. Et donc, il dit, dans la chambre, en tout cas, elle l'entend, ou l'aide-soignante lui en fait part. Mais enfin, fallait dire que vous étiez de son monde. Et il y a ça dans l'événement d'Annie Ernaux. C'est-à-dire que si l'interne avait su qu'elle était étudiante, il l'aurait anesthésiée avant de pratiquer ce curetage. Et cette phrase-là, pour moi, c'est la phrase la plus marquante de ce roman, enfin de ce roman autobiographique, parce que elle dit, il m'a prise pour une femme d'un milieu populaire, et je vais lui faire payer. Par contre, si tu es de mon monde, ça, je vais t'endormir et tu vas pas souffrir. Donc c'est ça qu'elle dit à Halimi dans le tribunal. Effectivement, c'est toujours les mêmes que je suis en train de défendre, et c'est très injuste. Donc la loi, elle va permettre ça, l'égalité de toutes en fait. Oui, et alors je ne sais pas si beaucoup de personnes ont pu regarder la bande dessinée ou la lire même avant de venir. En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai lu, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, mais la sororité, en tout cas la solidarité, notamment entre femmes.
mais aussi donc on voit des hommes qui viennent, comme Michel Rocard par exemple, qui viennent s'engager et défendre donc l'accès à l'IVG pour les femmes de tout milieu. Et est-ce que ça a été pour toi volontaire aussi de mettre en évidence ça, cette solidarité entre femmes? Alors, rien n'est jamais involontaire quand on écrit son album de bande dessinée. Tout est bien réfléchi et bien pensé. On peut se laisser embarquer, on va dire, par ses propres émotions, mais pas sur ces séquences-là. Il y a d'autres séquences où je me suis un petit peu laissée embarquer, mais pas là. Oui, évidemment, c'est un album qui parle de ça, de cette solidarité entre les femmes par rapport à des questions d'urgence. Alors moi, je n'ai pas vécu pour des avortements, mais je suis militante féministe, je suis reconnue comme telle, et on m'a passé plusieurs fois des coups de fil pour me demander quelque chose. Et de gens de femmes que je connaissais pas forcément. Enfin voilà, cette sorte de relais là. Et en fait, on le fait. Et on le fait même si on connaît pas les gens, même si après on les revoit plus. C'est pas tellement le sujet. Simplement, on sait qu'il y a des questions. Je sais pas, trouver un numéro parce qu'une femme vit des sévices physiques par son compagnon, par un ex. Et voilà, aider les gens, aider les femmes sur des choses très spécifiques. Et donc toute cette séquence autour effectivement de la mise en scène de cette solidarité entre femmes se passe dans l'album, dans les couloirs du métro, se passe dans les coups de fil qu'elles s'échangent les unes aux autres pour effectivement trouver la bonne personne qui va pouvoir pratiquer l'avortement. En effet, ensuite au procès, la stratégie d'Halimi, c'est de faire intervenir ce qu'elle appelle les grands témoins. Donc les célébrités du temps, donc je parlais de Delphine Seyrig tout à l'heure, qui est une actrice très connue, Claude Servan-Schreiber, on a Jacques Monod qui était prix Nobel. Si vous avez eu des vaccins à ADN messager, vous pouvez le remercier lui, même s'il est mort il y a très longtemps, mais voilà. On a plein de grands témoins comme ça qui apparaissent les uns derrière les autres. Michel Rocard, qui était député à l'Assemblée nationale et qui poussait pour la loi pour l'IVG. Et moi, c'est vraiment le témoignage peut-être qui me parle le plus, alors que c'est certainement la personne dont je suis la plus éloignée. C'est le professeur Miliez, qui est catholique pratiquant et qui est médecin et qui vient à la barre exprimer que lui, il a aidé des femmes, et alors, ça va contre sa morale, etc. Mais qu'il a aidé des femmes à pratiquer, à pouvoir faire pratiquer des IVG, des avortements, parce que il sait à quel point on ne peut pas forcer une femme en fait à aller jusqu'au bout d'une grossesse qu'elle ne souhaite pas. Et il l'exprime vraiment de façon très, très sincère et touchante, je trouve, sur le fait que vraiment il met sa morale en jeu, en disant que ça va à l'encontre de tout ce en quoi il croit, mais que voilà, il est médecin avant tout et qu'il faut aider les femmes, il faut aider les patientes, et que si Marie-Claire et Michel Chevalet étaient venus le voir, oui, il les aurait aidés. Et c'est vraiment un témoignage essentiel et fondamental parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on peut croire et de nos propres préjugés, en fait. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, aussi dans les pays latino-américains, on voit que, par exemple, certains catholiques défendent la liberté de choix. Donc, c'est aussi important de rappeler les nuances qu'il y a dans ces différentes positions par rapport à l'IVG, où la question, c'est aussi simplement qui doit avoir le choix, enfin, qui doit prendre cette décision. Et justement, beaucoup défendent que ça doit être les femmes, quoi. Et bon, alors du coup, comme Frédéric Chauveau l'a dit aussi en introduction, cet album, il ne parle pas uniquement de la question de l'avortement et de l'IVG, il parle aussi beaucoup des violences sexuelles, des questions liées au viol et au consentement. Et je trouve aussi que là, c'est bien amené, et on voit que c'est aussi ce qui fait la communauté, les liens en fait entre ces femmes. C'est aussi l'expérience commune d'avoir vécu des violences.
Et là, particulièrement, les dessins en fait rendent vraiment bien justice en fait à ces moments-là. Donc, c'est les planches qui sont justement sans couleur en fait, celles qui parlent des moments de violence sexuelle. Donc voilà, au niveau du processus en fait de création, comment avec l'illustratrice donc Carole Morel, vous avez travaillé là-dessus sur cette représentation aussi. Donc là, on parlait de la solidarité, mais aussi des violences. Comment vous avez fait aussi vous pour travailler là-dessus? Donc, je vais expliquer un petit peu mon métier parce que les gens ne savent jamais ce que fait un scénariste ou une scénariste de bande dessinée. En général, les dessinatrices, on sait, mais les scénaristes, ça reste très curieux. Des fois, on me dit « Ah, mais c'est vous qui écrivez dans les bulles ?» Bah non, justement, c'est pas moi. Ça, c'est la dessinatrice qui va justement écrire. Le graphisme, c'est elle. Déjà, c'est vraiment un projet personnel. Donc, c'est moi qui l'écris, c'est mon idée. Je me lève un matin, je me mets à écrire sur ce sujet-là. Très rapidement, je le propose à mon éditeur chez Glénat. Et qui valide, en l'occurrence. Des fois, il me dit non, mais là, il m'a dit oui. Je travaille un peu, je structure, je ne pense pas du tout à quelqu'un au dessin. À ce moment-là, moi, j'écris pour moi. Et après, les questions, c'est les unes derrière les autres. Donc, je fais un peu l'architecture de mon livre, de mon album, et j'ai découpé justement toute la séquence du viol. En premier, parce que c'était la plus difficile pour moi. Et donc, suite à ça, je me mets à réfléchir à qui j'aimerais confier ce travail-là, qui pourrait m'accompagner. Je connaissais un petit peu, même plus qu'un petit peu, je connaissais bien le travail de Carole Morel, mais on se connaissait très peu, à part se suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, je l'ai contactée et Carole m'a dit, mais écoute, je lui ai envoyé mon scénario, ce qui était, en l'état, tout n'était pas découpé. Et elle m'a dit que ça intéressait beaucoup, mais qu'elle n'était pas libre avant 2 ans parce qu'elle avait signé d'autres projets chez d'autres éditeurs. Moi, je lui ai dit, écoute, ça s'est passé en 71, 72, on n'est plus à 2 ans près. Mais moi, j'ai vraiment envie que ce soit toi qui le fasses. Donc, moi, je t'attends 2 ans, puis ça va me permettre le temps de bien l'écrire. Et puis, en outre, je fais d'autres choses entre-temps. Je ne suis pas que sur un album. J'ai toujours 5 ou 6 projets en même temps pour en vivre, tout simplement. Parce que ça aussi, on pourrait parler de l'économie de la bande dessinée, qui est encore un autre sujet. Et donc, oui, donc moi, je découpe tout. Je ne sais pas, il y a des planches quelque part, peut-être. Ouais, voilà, par exemple. Donc, c'est moi qui vais dire, là, sur cette double planche, case de gauche, la planche de gauche, allez, on va dire la 14, ça va être la 12, mais peu importe. Il y a 3 et 3, 6. Il y a 6 cases. Donc, moi, voilà, je vais dire, il y a 6 cases. La première case, alors, la composition, je me lève, du coup. La composition, c'est plutôt Carole qui va me le faire parce que je travaille quand même avec des gens très professionnels, donc je leur fais absolument confiance. Par contre, là, je vais lui dire, je fais un plan d'ensemble sur l'appartement. Les flics sont rentrés. Voilà, clairement, il y a tout un descriptif. Les flics sont rentrés. Les gamines sont avec leur mère. Voilà, elles sont au milieu de la pièce, recroquevillées. Et voilà, planche 2, je veux un gros plan sur l'inspecteur qui trouve les aiguilles à tricoter. Planche 3, case 3, etc. Donc, je fais ça case à case, vraiment du descriptif. Et en plus, j'écris les dialogues. Et j'envoie ensuite tout ça à Carole. À Carole, parce que là, c'est Carole qui travaille. Sur d'autres albums, ça va être les autres personnes qui travaillent avec moi. Et donc, Carole, elle va s'occuper de faire d'abord le storyboard par rapport à ce que moi, je lui ai envoyé à l'écrit. Donc, elle va commencer à poser un petit peu tout mon descriptif avec les bulles aussi, parce que ça, c'est très important de placer les bulles dans chaque case très tôt pour voir comment elles vont s'agencer par rapport au dessin, quelle partie du dessin elles vont recouvrir, surtout ce qu'elles ne doivent pas recouvrir, parce qu'effectivement, une bulle qui recouvre un visage, par exemple, ça ne va pas du tout. Voilà, tout ça, c'est vraiment toute la technique de la bande dessinée. Et on a vraiment des gros échanges sur le board. Le storyboard, c'est le brouillon, vous voyez un peu. Bon.
Donc là, ce que je vous raconte, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure quand on déjeunait, ça se rapproche beaucoup de la réalisation en fait en audiovisuel. C'est ça qu'il faut vous dire. Mon métier plus proche, c'est ça, comme de la réalisation de films. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le storyboard, qu'on a tout placé, là, après, moi, j'embête plus les gens. Le storyboard, ouais, j'y reviens, parce que c'est vraiment le squelette de l'album. Et c'est là qu'on voit si ça accroche. Des fois, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être que j'ai mis 7 cases, moi, à la base, sur la planche de gauche. Et puis, je me rends compte que on peut en faire sauter une, ou Carole elle-même me dit, il y en a peut-être une qui est redondante. Inversement, et c'est plutôt inversement, parce que j'ai souvent, moi, des transitions un peu elliptiques, j'en aurais mis que 5, et elle va me dire, ça coince un peu quand même. On pourrait peut-être en avoir une supplémentaire. Voilà. Donc, on travaille vraiment autour de ça. Et une fois que tout le monde s'est accordé sur le storyboard, elle se lance dans le dessin et la couleur. Alors là aussi, on en parle. On voit que sur l'album, il y a des pages qui sont jaunies parce qu'on a beaucoup de... Tu vois les tranches jaunes là, ici voilà, on a beaucoup de flashbacks. Donc tous les flashbacks, il fallait qu'on trouve un code visuel pour les montrer. Et non, il n'y en a pas. C'est pas grave. Et donc, il fallait, comment dire, le lecteur ou la lectrice, quand on lit, la première chose que va décrypter notre cerveau, c'est effectivement la couleur, comme ça. Le changement de couleur, en fait, on n'a même pas le besoin d'y réfléchir. Du moment qu'on va avoir une première fois qu'il y a un changement de couleur et qu'on va identifier qu'on change d'espace ou de temps par rapport à ce changement de couleur, à chaque fois qu'il y aura le même changement de couleur dans l'album, le cerveau va comprendre qu'on a rechangé dans ce même lieu ou dans ce même espace ou dans cette même temporalité. Donc pour les flashbacks, on avait décidé de faire comme ça quelque chose d'un peu jauni à l'ancienne, un peu sépia. On a un peu arrondi les bords de cases aussi, et on a mis ce qu'on appelle de la trame. La trame, c'est ce qu'on voyait beaucoup dans les années 60-70. Ces espèces de petites hachures comme ça. Voilà, c'est très vintage, c'est très ciblé. On le voit beaucoup, vous devez lire pas mal de mangas. La trame de manga, on le voit beaucoup dans les mangas actuellement. Donc, on a rajouté de la trame. Et donc, moi, si j'ai demandé à Carole de travailler avec moi, c'est parce qu'effectivement, j'aime beaucoup son univers et notamment ses ambiances au niveau des teintes, parce qu'elle crée vraiment des... on y est, quoi. On est en 1971 chez Michel Chevalier. Enfin... Et voilà, elle parvient à ça, que ce soit dans les décors, dans les tenues, dans tout. Voilà, on a un intérieur populaire de 1971. Et il y a eu des moments où, effectivement, sur des scènes plus difficiles en termes d'intensité émotionnelle, où on passe au noir et blanc. Mais ça a vraiment été son... j'ai eu presque la surprise, je dirais, puisque elle m'a dit, écoute, moi, il y a des moments où j'estime que la couleur n'a plus de raison d'être. Voilà, donc la scène quand, après le viol, Marie-Claire revient chez elle, la scène du viol, bien sûr, une scène dans la salle de bain quand elle annonce certaines choses à sa mère, donc Michel Chevalier qui se décompose, etc. Donc il y a ces noirs et blancs, voire presque, les silhouettes deviennent presque fantomatiques par moment. Voilà, mais c'est des choses, oui, dont on discute pas mal, mais je laisse quand même beaucoup de liberté. Voilà, moi, si je vais les chercher, c'est pour qu'ils aient leur liberté artistique. Je cadre pas tout parce que je veux être surprise. Et je suis une scénariste qui ne dessine pas du tout. Je le dis parce qu'il y a pas mal de scénaristes qui dessinent quand même pas mal. Voire qu'on des bons niveaux de dessin, c'est pas du tout mon cas. Moi, je dessine moins bien qu'un enfant de 5 ans. Et ça n'a jamais été mon sujet, en fait, de dessiner moi. Et quand je reçois des planches de BD, je suis toujours un enfant de 5 ans absolument émerveillé, alors que j'ai tout décrit, case à case, que j'ai travaillé sur le board et tout. Mais quand la planche elle arrive sur mon ordinateur, je fais « Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop beau ». Donc, je ferai ce métier tant que en tout cas, j'aurai cet émerveillement, voilà.
Moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Marie, où il y a bien sûr l'histoire de l'avortement dans ce bouquin, mais si la jeune fille Marie-Claire, si Marie-Claire est enceinte, c'est parce qu'elle a donc été violée. Et on a une vraie évolution dans la loi sur l'avortement, puisque maintenant, loi de 1975, la loi Veil, l'interruption volontaire de grossesse est permise sous un certain nombre de conditions, mais quand même, il y a une vraie liberté garantie, on en a parlé. Et en même temps, sur les violences sexuelles et sexistes, il y a des choses qui sont écrites dans la BD, et là, je crois que ça n'a pas du tout évolué. Et notamment, genre j'ai perdu la page, c'est quand même dommage. Il y a un moment donné où il y a une longue scène évidemment sur l'audience. On est devant les magistrats. Marie-Claire est donc devant ses juges. Et il va s'agir de comprendre ce qui s'est passé et de prononcer peut-être une sanction si on la reconnaît coupable. Et alors, à l'audience, elle explique au juge que... Pardon ? Merci. Elle explique au juge que si elle est tombée enceinte, c'est parce qu'elle a été violée. Et là, le procureur de la République lui dit « Mais comment ça je résume, hein. Comment ça vous n'en avez jamais parlé pendant l'enquête, vous ne l'avez jamais dit pendant la garde à vue, vous ne l'avez jamais dit aux policiers, c'est maintenant que vous nous dites ça ?» Avec un air, évidemment, on le comprend bien, très suspicieux, ne croyons pas à ça. Et l'avocate, donc Gisèle Halimi, je vais vous lire 2-3 passages si c'est possible. Mais monsieur le procureur, cela vous paraît invraisemblable qu'une jeune fille de 15 ans ne porte pas de plainte pour viol ? Quelle notion de psychologie élémentaire semble vous avoir échappé ? La première urgence pour une femme violée, c'est d'effacer les traces. Car elle a honte, monsieur le procureur, elle a honte. Et pourquoi aurait-elle honte d'un crime que l'on vient de perpétrer contre elle ? Allez-vous me demander ? Eh bien parce que les femmes savent que dans notre société, la suspicion pèse sur toutes les victimes de violences sexuelles. La société les fait se sentir coupables d'avoir été violées. C'est pourquoi les femmes ne portent pas plainte. Et ça, je crois que d'une certaine façon, ça n'a pas encore beaucoup évolué, ou en tout cas pas suffisamment évolué. Hein. Je pense qu'il y a un certain nombre de structures ou de choses qui sont mises en place. Peut-être dans vos collèges, au lycée, c'est le cas. À l'université, c'est le cas, pour aider à ce que la parole soit prononcée. Mais je pense que s'il y a vraiment encore quelque chose du boulot à faire, c'est là-dessus. Hein, voilà. Oui, merci beaucoup de rappeler ça. Je ne sais pas, Marie, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ces questions-là. Oui, je suis d'accord. Voilà, après, que dire moi, j'ai été victime de viol. Voilà, je l'ai raconté dans un autre livre. J'ai jamais porté plainte, ça n'a jamais été mon sujet. En revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité non plus pour que ça soit notre sujet. Donc, évidemment, tout ça est très compliqué, tout ça n'avance pas et on est toujours dans le soupçon absolu des victimes de viol, des victimes d'inceste. Voilà, on parle beaucoup de pédocriminalité depuis quelques mois et c'est très bien parce que ça est quand même un énorme lièvre à soulever, ça aussi, dans la société. Bon, mais je veux dire, les personnes qui racontent des mensonges, c'est comme pour les autres infractions ou crimes ou délits, c'est 2 à 5% de la population. Mais on va toujours mettre ça. Ah bah oui, mais si elle raconte n'importe quoi. Donc la question pour moi serait aussi, bien sûr, hein, moi la présomption d'innocence, j'y suis attachée vraiment. Voilà, c'est essentiel dans l'état de droit. Mais enfin, il y aurait aussi quand même la question de la présomption de l'écoute de la parole des femmes ou des victimes de façon globale. Voilà, enfin, il y a vraiment là, il y a quelque chose qui, a priori, qui va se passer au niveau du droit dans les années qui viennent, parce qu'on s'engouffre depuis MeToo quand même dans quelque chose qui est important de... comment dire ? MeToo permet de mettre à la face de la société
le systémisme des violences sexuelles et sexistes. Maintenant, il faut en faire quelque chose, un, de politique, et deux, le légiférer. Et encore une fois, légiférer, ça ne veut pas dire mettre tous les violeurs en prison, parce que de toute façon, il n'y aura pas assez de place, et qu'on va arrêter de construire des prisons, et que ce n'est pas le sujet. Moi, je dis souvent, je ne me bats pas pour mettre les violeurs en prison. Moi, je me bats pour que le viol cesse. Ce qui n'est pas du tout la chose, en fait. Donc, il faut éduquer, etc. En tout cas, il est vrai qu'on met toujours en doute la parole des femmes, que les femmes qui portent plainte, c'est un parcours de la combattante, et que de le savoir nous empêche même, effectivement, d'aller porter plainte, parce qu'on a envie, en plus, de scoltiner ça. Voilà, si je peux rajouter quelque chose. J'ai juste envie d'ajouter que, bien sûr que la parole des femmes est toujours compliquée. Je crois quand même que alors pas partout, bien sûr, jamais partout, mais dans les commissariats et dans les gendarmeries, et peut-être plus dans les gendarmeries d'ailleurs que dans les commissariats, ça me paraît assez net. Il y a une écoute qui a quand même beaucoup évolué. Il y a des faits de la part des procureurs de la République de ce que les gendarmes mais encore une fois, plutôt les gendarmes suivent des formations pour être à l'écoute. Et puis je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il puisse y avoir des hommes victimes de violences sexuelles, et que leur parole à eux est peut-être encore plus difficile que la parole des femmes aujourd'hui. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui. Bon, merci pour vos interventions. Et j'avais une question un peu en rapport, mais plus par rapport à ton engagement, en fait, Marie, puisque tu fais partie aussi du collectif des créatrices de BD contre le sexisme. Et je voulais savoir si tu voulais nous dire ce que vous faisiez dans ce collectif, pourquoi vous aviez été créée ou pas. Je sais, bon, c'est intéressant, je pense. Je suis en train d'écrire un article universitaire pour l'Université de Bourgogne, tu vois, par rapport à ça, sur l'histoire de la naissance du collectif. Oui, en 2015, en fait, des autrices se sont amalgamées face à une énième demande que nous avons considérée comme sexiste du Centre belge de la bande dessinée qui voulait faire une exposition sur la BD pour les filles. Donc, il y en avait marre. Parce que faire de la bande dessinée quand on est une autrice, en fait, on ne fait pas un genre de BD, quoi. Voilà. J'ai une anecdote un petit peu rigolote là-dessus. Quand j'ai commencé à faire de la BD, donc j'ai fait beaucoup de BD autour de la question de la peine de mort. Donc je parlais de la guillotine tout à l'heure. Il y a l'abolition, mais bon, il y a eu d'autres choses. Et un jour, quelqu'un m'a dit « T'es un peu glauque quand même ». Je dis pourquoi ? Tout le temps, là, tes histoires de peine de mort et tout. Alors d'abord, je suis quand même spécialiste du sujet. Donc voilà. Tu dis à mes collègues qui font des histoires de bourreaux, là, qui sautent de toit en toit ou que sais-je, qui sont un peu glauques. Non, parce qu'effectivement, c'est des hommes et que c'est pas pareil, quoi. Alors, moi, avec mes bouclettes, c'était super bizarre que je parle de ça. Donc, c'est typique. Non, je suis dans un milieu professionnel très, très, très masculin, donc sexiste. Hein, voilà, c'est la question de la masse, hein, toujours. Ça a permis plein de choses. Le collectif, on a fait avancer. Oui, vraiment, on a beaucoup lutté entre, je dirais, 2015 et 2019, un petit peu moins maintenant, mais on a un organe de veille. On a ce que j'appelle cassé le FIBD, le Festival d'Angoulême, cette fameuse liste sans nom de femmes. C'était ahurissant. On a permis à ce que maintenant il y ait une parité dans les jurys, c'est-à-dire les jurys de prix de bande dessinée. Avant, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de femmes. Maintenant, il y a autant d'hommes que de femmes. Ça a permis aussi qu'on brasse davantage de styles, pour le coup, de bande dessinée. On a beaucoup parlé de la représentation des femmes en bande dessinée. On est vraiment... des fois, on les a pris un par un, nos collègues dessinateurs, en disant « T'en as pas marre de montrer une nana sur des talons hauts en bikini dans la neige pour aller se battre contre je ne sais quel troll pendant qu'elle pèse 43 kilos, alors que derrière elle, le gars qui l'accompagne, avec qui forcément elle aura une histoire d'amour parce que c'est pas possible sinon, lui habillé de peau de bête, mais il est quand même là pour la protéger, etc. Enfin bon, ce genre de représentation des corps des femmes. Donc on voit aussi des corps
un petit peu différents émerger dans les BD, notamment d'autrices. Mais bon, les auteurs commencent un petit peu à réfléchir. Voilà, je veux dire, comme la société avance, la BD avance aussi. Hein, c'est un médium populaire, mais c'est vrai qu'ils sont assez réactifs quand même, nos collègues. Hein, ils ont du mal. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Oui, c'est pas tellement le sujet. Voilà, donc on s'occupe de plein de choses dans ce collectif. Oui, c'est très important aussi de mener ce genre de combat. Là, j'avais une question où peut-être vous pourrez répondre un peu toutes les deux, mais en fait, et je m'aperçois que peut-être on aurait pu en parler dès le début, mais c'était un peu que représente ce procès de Bobigny en fait en soi dans l'histoire de la lutte pour l'avortement, parce qu'en soi, donc la loi, elle passe 2 ans après ce procès. Et donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer toutes les deux quelle est l'importance de ce procès? Donc, si je ne me trompe pas, le terme, ce serait de dire qu'il a fait jurisprudence, c'est ça? Il a fait loi. Il a fait loi. Bon, voilà, du coup, peut-être cette question-là, Laurence. Ouais. Non, je blague quand je dis que le procès a fait loi, parce que juridiquement, c'est évidemment faux. Mais je pense que ça marque en tout cas le pouvoir. Je ne sais pas si certains d'entre vous auront envie d'être juges dans la salle un jour, mais ça marque le pouvoir le pouvoir que peuvent avoir les juges. C'est-à-dire qu'on voit les juges toujours comme des gens qui condamnent. Hein, et donc, voilà, je n'avais pas mon casque sur ma mobilette, ou j'ai conduit sans permis de conduire, ou autre. Mais les juges, ils peuvent aussi, d'une certaine façon, être créateurs de la loi et permettre parce qu'ils sont peut-être plus près des gens que certains parlementaires, en tout cas. Ils peuvent aussi, sans doute, être moteurs de transformation de la loi. Hein, et que magistrat, avec des décisions un peu inattendues, ça peut avoir un écho particulier auprès des parlementaires et porter de nouvelles valeurs. Le président de la juridiction, et c'est dans la BD, je reprends la phrase, dit que s'il a pris cette décision, c'est parce que la pratique quotidienne s'éloignait trop de la société. Autrement dit, c'est la prise de conscience par le magistrat de ce que, eh bien, il y a un moment donné où la loi ne cadre plus avec ce que la société défend, et que le contenu de la loi, ou ce que porte la loi, ne cadre plus, ne coïncide plus avec les attentes de la société. Et donc je pense que c'est vrai pour cette question-là, et c'est vrai, ça a été vrai pour d'autres questions. Et donc en cela, le procès de Bobigny a été évidemment important. Peut-être il y en a eu d'autres, hein, on parle de celui-là, mais peut-être qu'il y en avait eu d'autres dans le même temps, et que plusieurs procès ont contribué à ça. Et ce qui m'a marqué moi aussi, et en fait avant de lire la BD, je n'avais pas réalisé ça, donc je l'ai vraiment découvert avec cette BD, c'est que c'est un tribunal pour enfants qui prend cette décision-là. Ce n'est pas donc une juridiction ordinaire, puisque la jeune fille est mineure, donc c'est un tribunal pour enfants. Et je pense que symboliquement, c'est aussi encore plus fort. Je dirais que... Alors, je vais raconter une autre anecdote. Il y a quelques semaines, j'étais à Saint-Nazaire, en résidence d'autrice, et j'interviens dans un CDI avec des élèves de 3e. Et il y a une jeune fille donc ils avaient préparé des questions, tout ça, et qui me dit « Bonjour, pourquoi vous écrivez toujours des livres de procès ?» Et là, je la regarde et je lui dis « Mais en fait, tu as raison, mais je ne m'étais jamais posé la question, moi. Est-ce que je fais des livres sur la justice? Donc le procès arrive dans mon bouquin, mais je ne m'étais jamais dit que ça pouvait être perçu comme je fais des livres de procès. Or, évidemment qu'il y a ça à chaque fois, systématiquement, puisqu'il y a la résolution
par la loi. Mais mon sujet, c'est pas le procès, c'est que ça arrive. Donc, dans l'abolition, on a le procès de Patrick Henry, par exemple. Et c'est ça je voulais rebondir. Dans l'enfer est vide, on a le procès d'Eichmann, mais c'était pas tellement ça qui m'intéressait. Dans Bobigny, oui, c'est quand même, c'est dans le titre même, voilà. Mais je m'étais même pas interrogée là-dessus, et j'ai trouvé ça comme quoi les évidences viennent souvent de l'extérieur. Je dirais que pour moi, Bobigny, c'est alors le juge Casanova qui prend la décision, voilà, et qui fait jurisprudence, est courageux et qu'il applique quelque chose qui lui paraît juste pour le coup, et il trouve un biais dans le droit pour faire appliquer malgré tout, parce qu'il est obligé quand même. Il peut pas dire moi je décide de faire comme ça. Il faut quand même que ça cadre par rapport au délit en l'occurrence. Mais ça, dans une autre perspective, sur un autre sujet, oui, dans l'abolition, le parcours de Robert Badinter, il y a ce fameux procès en 77 de Patrick Henry où Badinter décide de ne pas défendre Patrick Henry, mais de dire, parce que là on est dans un tribunal d'assises, donc il y a un jury populaire, des citoyens qui ont été tirés au sort sur liste électorale, et donc de dire, mais qu'est-ce que vous direz, bientôt l'abolition de la peine de mort passera dans ce pays, donc qu'est-ce que vous direz à vos enfants, vous, dans quelques années, quand ils vous demanderont qu'est-ce que vous avez voulu, vous, sur la couper un jeune homme en deux de 22 ans, le faire couper en deux vivant par la guillotine, il va les chercher comme ça. Et Halimi fait la même chose. Donc c'est vrai que c'est des plaidoiries, je dirais aussi, qui vraiment font basculer l'histoire judiciaire, pénale. Ils arrivent à attraper. Alors Halimi, elle n'a pas un jury populaire, mais quand elle leur dit mais messieurs, c'est des hommes qui sont en train de parler de nos utérus et vous étiez en train de nous demander où est-ce qu'on met le spéculum dans la bouche, quoi. C'est complètement ridicule. Donc elle va que ce soit Halimi ou Badinter, ces avocats-là, ils vont chercher en fait leur public dans leur trip, quoi, dans des choses très fortes et très émotionnelles. Et moi, je trouve que c'est toute leur puissance. Moi, je dirais que c'est plus ça en fait qui me. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence. Mais... Je suis d'accord, bien sûr. En plus, la plaidoirie, c'est un art oratoire. Donc, quand c'est parfaitement maîtrisé, c'est forcément très, très, très puissant. Moi, ça me fait penser à un autre type de procès, mais qui est plus récent et qui, à l'inverse, a choqué en Espagne pour un discours qu'on retrouve là, un discours de culpabilisation de la victime. C'est le procès, vous connaissez peut-être celui de la Manada, qui est un peu à l'origine finalement du côté massif des mouvements féministes en Espagne actuellement, dont j'ai l'impression qu'en France, on commence à découvrir un peu ça, ce côté massif, alors que ça fait depuis avant MeToo, en fait, que l'Espagne a commencé à se mobiliser comme ça. Et en fait, ce procès, c'est un procès pour viol collectif contre une jeune fille de 18 ans durant les fêtes de Pampelune, avec, donc, qui a été, voilà, c'est vraiment une histoire horrible, très glauque, et puis... voilà, il y a eu des preuves parce que tout simplement les agresseurs ont filmé et ont diffusé la vidéo sur un groupe WhatsApp privé, etc. Et en fait, l'argumentaire des juges, c'était beaucoup... la jeune fille a été suivie après le procès par un détective privé pour mettre en évidence le fait que, bon, quand même, elle allait bien. Alors, est-ce qu'elle mentait pas par rapport à cette agression alors qu'on avait des preuves vidéo? Et en fait, ce qui a mis le feu aux poudres en Espagne, c'est que à l'issue du premier procès, les auteurs du viol donc, ont été condamnés à beaucoup d'années de prison, donc les peines de prison les plus élevées dans ce type de crime. Mais en fait, le crime qui a été reconnu, c'était un crime d'agression sexuelle et pas un crime de viol. Et en fait, c'est là qu'on revient aussi au côté symbolique aussi de ce qu'on disait au début, à quel point les mots sont importants, parce qu'en fait, ce que voulaient les femmes qui étaient dans la rue à ce moment-là, c'était pas forcément que ces hommes aillent en prison encore plus longtemps, c'était au contraire qu'on reconnaisse que c'était un viol et que et l'indécence en fait de qualifier un viol collectif avec preuve d'agression sexuelle, donc de déqualifier, c'est ça comme ça qu'on dit, correctionnaliser. Ouais.
Donc voilà, moi ça me fait penser à ça, donc je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis sur les procès et sur leur importance. Et puis il y a tout l'aspect médiatisation. On voit aussi dans le procès Bobigny comment Gisèle Halimi va vraiment se servir aussi de ce procès pour médiatiser la question des luttes féministes pour l'avortement. Et au début de la BD, on voit bien aussi que cette question des luttes féministes en faveur de l'avortement a déjà commencé quand il y a le procès, et qu'en fait, elle cherche une cause à médiatiser, c'est ça Oui, donc il y a d'ailleurs le 5 avril, là, c'était l'anniversaire du manifeste des 343, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc en 1971, dans le Nouvel Observateur sort une pétition signée par 343 femmes, donc certaines très connues, il y a Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, etc., et pas mal d'inconnus aussi, qui déclarent « J'ai avorté », alors qu'effectivement, c'était absolument interdit. Mais comme elles sont en masse, 343, personne ne va les poursuivre. Et c'est vraiment c'est très, très médiatisé, ce truc-là, parce qu'elle signe, c'est un acte de désobéissance civile, en fait, de dire et de faire publier dans un journal de grande audience, j'ai avorté. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai euthanasié ma mère. Enfin, j'en sais rien. Il y a des choses comme ça. Voilà, je suis en train de réfléchir à ce qui pourrait être un petit peu. Ou j'ai fait une PMA, ou pas une PMA, une GPA, ou enfin voilà, des choses par rapport au corps. Et il pourrait y avoir ce genre de choses. Bon. Donc, elle déclare ça. Il n'y a pas de poursuite. Néanmoins, les inconnus. Et ça, on le voit aussi dans la bande dessinée, c'était important pour moi de le rappeler. Certaines se sont faites virer de leur boulot, etc., pour avoir signé ce manifeste. Et ça a été vraiment une onde de choc en 1971 quand c'est publié. Mais suite à ça, pour que ça ne s'essouffle pas, en fait, c'est ça, quand on est militant, il faut monter en pression jusqu'à ce que la loi change. Et elle le sait très bien, Halimi, Simone de Beauvoir le sait très bien aussi, puisqu'elle l'accompagne. Et elle décide de monter une association qui s'appelle Choisir, qui existe toujours. La présidente actuelle s'appelle Violaine Lucas. Et c'est une association qui est toujours très active, en plus au niveau européen maintenant, sur effectivement la question de la contraception, de l'IVG ou des VSS en général. Et elles montent cette association, elles se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire après un tel coup, cette tribune dans le Nouvel Observateur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait vraiment qu'on ait une affaire. Et il se trouve que parallèlement, donc, Marie-Claire Chevalier est violée. Son violeur, qui est un jeune délinquant, est arrêté par la police. Et donc, il dénonce... C'est ça qui est fou aussi, c'est l'échelle des crimes et des peines. Il dénonce l'avortement de Marie-Claire contre en fait une remise de peine probable par rapport au fait de délinquance. Il a braqué une bagnole. Voilà, il balance Marie-Claire et sa mère, alors qu'il l'a violée. Enfin bon, c'est un truc, voilà. Et oui, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et donc là-dessus, Marie-Claire, elle va et Marie-Claire veut pas garder, n'avait pas voulu garder, poursuivre cette grossesse. Donc il y a une avorteuse et tout. Comme elles sont dénoncées, elles sont mises en garde à vue, voilà. Et après, il y a le procès. Et donc, pardon, je me suis perdue moi-même. C'était quoi ta question? C'est magnifique. Ouais, le manifeste des 343, je ne sais plus. Oui, merci, aidez-moi. Ouais. Ah, voilà, l'affaire, c'est ça.
Je vous remercie, super. Merci d'avoir récupéré mon fil. Et donc, d'un côté, on a Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Christiane Rochefort, bon, enfin, et d'autres, qui cherchent effectivement une affaire à médiatiser. Et de l'autre côté, on a Michel Chevalier qui se retrouve avec sa fille. Elles vont être inculpées pour un délit grave, hein, qui est donc celui d'avoir avorté ou ou de complicité d'avortement pour la mère. Et donc, Michel, elle va taper à la porte d'Halimi. En fait, elle y va et elle dit bonjour, j'ai pas d'argent, mais j'ai besoin d'une avocate. Bon, bah, il se trouve qu'Halimi, elle dit ok, moi je vous ferai rien payer parce que voilà, c'est pas mon sujet de vous faire payer. En revanche, je vais médiatiser l'affaire. Et Marie-Claire, qui est quand même une jeune femme de 16-17 ans à ce moment-là, qui en plus est rejetée au lycée, enfin à l'école, qui vit très mal tout ça. Enfin, il y a de quoi. Elle a été violée, elle a subi une IVG, un avortement clandestin, elle a subi un curetage à vif. Enfin, c'est l'horreur. Et en plus, elle est rejetée dans son établissement scolaire. On se doute l'horreur que ça a pu être, parce que quand on sait comment ça se passe aujourd'hui, voilà, la rumeur, comment elle est remise en cause, la moitié des gens doivent la traiter de menteuse, qu'elle aurait tué un bébé, que sais-je encore. Et Halimi lui dit bon ben moi je vais te défendre, mais il faut me laisser faire et il faut me laisser médiatiser l'affaire. Au début elle veut pas, hein. Et puis ben en fait elle cède. Elle cède et donc c'est comme ça que Halimi va monter toute sa stratégie, qui est au demeurant une stratégie plus que payante, on le voit. Puisqu'elles ont gagné et que ça a permis de faire venir des stars à la barre des témoins, et ça a permis aussi de mobiliser la presse, de mobiliser les militantes féministes, hein, qui étaient très actives sur les questions de la contraception et de la possibilité de l'avortement, enfin de l'IVG à cette époque-là. Merci, madame. Je rajouterais volontiers simplement que la BD est aussi un document historique. Alors, ça raconte le procès, bien sûr, mais en plus, on a la retranscription de pièces historiques et notamment l'appel des 343 femmes là, dont on vient de vous parler, qui était paru dans le Nouvel Obs. Et donc, le nom de 343 femmes qui avaient elles-mêmes recouru à l'avortement. Et alors, c'est intéressant parce qu'on voit, hein, il y a des personnes tout à fait inconnues, en tout cas tout à fait inconnues pour moi, et puis d'autres, évidemment, des noms connus, Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, et dans la liste des connus, Gisèle Halimi elle-même, hein, donc l'avocate elle-même qui est dans cette liste-là. Ça, symboliquement, c'est fort aussi. Elle risquait d'être radiée du barreau en plus, parce qu'elle disait qu'elle avait commis un délit. Donc, en tant qu'avocate, c'était quand même un peu gênant. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer aux questions de la salle. Et je sais qu'il y avait une intervention aussi du collectif Nous Toutes, justement par rapport à la possibilité de faire rentrer le droit, ou la liberté d'avorter dans la Constitution européenne. Donc, est-ce que justement la personne qui vous a aidé à retrouver le fil est représentante du collectif Nous Toutes? Je vous en prie, madame. Alors, attendez. Oui, vous pouvez retourner. Avec le micro. Malgré le masque, vous m'entendez? Ben oui, ça marche bien, les micros. La conférence, j'ai été très contente de l'introduction parce que ça a dit ce que je voulais dire. Donc, vous savez, tout le monde le sait, l'IVG est rentrée dans la Constitution française, oui, c'est ça, le 4 mars 2024. Et le lendemain, on est observé, la France, hein. La France, pays des droits de l'homme, nanana, on est très observé. Les féministes européennes, eh ben, le lendemain,
elles se sont réunies à Ljubljana, je crois, à l'initiative, entre autres, des Polonaises, mais pas que. Et il y avait des représentants de mouvements féministes de tous les pays d'Europe pour lancer une ICE, une initiative citoyenne européenne. Et il y a des conditions à ça. Et donc, il y avait des avocats, des gens du barreau qui ont planché dessus pour que la présentation de cette ICE n'appelle aucune remarque. Donc, elle a été déposée dans la même semaine. On a attendu si elle allait être acceptée. Elle est donc acceptée. Alors maintenant, il y a la machine administrative, il faut un peu de temps. Donc, ça va sortir, on ne sait pas quand, mais dans pas si longtemps que ça. Et quand elle sera sortie, il faudra que, au niveau de l'Union européenne, il y ait un certain nombre de citoyens, citoyennes qui votent sur cette initiative. Comment ? 1 million. Et ce million, il faut qu'il provienne d'au moins 7 pays. Et chaque pays, il y a un minimum à atteindre en fonction de la quantité de population, je suppose. Voilà. Donc, voilà. Donc, citoyens de tous les pays, unissez-vous. Non, je blague un peu. Moi, je fais partie du mouvement Nous Toutes, qui a été fondé en 2018 à la suite de MeToo. Voilà. Et on a rejoint le collectif européen My Voice, My Choice, c'est ça, Ma Voix. Vous trouvez ça sur pas TikTok, Instagram. Sur Instagram, ouais. Donc vous pouvez retrouver la conférence qui a eu lieu à Ljubljana et des outils. Et voilà. Alors on s'est dit, et on a une seule année pour récupérer le million de signatures. Donc on s'est organisé. Et donc, pour l'instant, on récupère des pré-engagements. Donc, si vous êtes d'accord, je peux vous donner des petits flyers. J'ai aussi, voilà. Il y a un QR code. Quand vous flashez dessus, on vous demandera votre adresse mail. Et quand les papiers officiels seront sortis, vous serez recontacté pour que ça aille très vite. Alors, si on pouvait, on est folle, hein. Si on pouvait, on aurait beaucoup, peut-être même le million à la prochaine séance du Parlement européen qui a lieu en juin. Voilà, il faut se mettre des challenges. Et on y arrive ou pas, mais ce serait bien que ça arrive dans l'année. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Petite précision, Nous Toutes, elle a été créée été 2018. C'est ouvert, même si c'est au féminin, c'est ouvert aux femmes et aux hommes. Et des fois, on dit on aurait mieux fait de s'appeler Nous Tous en écriture inclusive, mais ce n'était pas encore dans le vent. Oui, tout à fait. Je vous rends ça. Alors, on va passer peut-être aux questions dans la salle. Il faut que je fasse passer le micro, j'imagine, pour que ce soit enregistré. Ouais, YouTube. Est-ce que vous avez des... On a des spécialistes de questions au premier rang, mais peut-être au fond aussi. C'est toujours la première qui est un peu difficile. Dans votre BD, vous allez jusqu'au comportement de Simone Veil, qui se déroule donc en 1475, devant une assemblée éminemment masculine. D'ailleurs, Simone Veil elle-même le dit. Et elle n'a pas fait une loi d'égalité ou de liberté des femmes, mais une loi de santé, Simone Veil. C'était sa préoccupation à l'époque, parce que sur le million de femmes avortées, beaucoup mouraient, ou étaient, comme vous l'avez appelé. Pourquoi êtes-vous allé là et jusqu'à vous continuer votre BD, s'il y aura une suite ou si c'est l'intention de poursuivre ce combat sur l'IVG? Je suis allée parce qu'il était que le était en lien avec la loi.
Voilà, c'est tout. Donc, et puis, je voulais, parce qu'elle le disait plus tard, que oui, c'était ça ce qu'elle a verbalisé. Donc, elle était fière de ça, en fait, dans tout ce parcours, ce chemin très, très, très dur de sa vie. Bon, ben, il y avait quand même cette petite chose un peu solaire, un peu qui lui appartenait. Donc, il y avait aussi cet hommage-là. Et puis, je finis jamais un livre. Ben, moi, je veux que ça se termine bien tout le temps, parce qu'à la fin, on gagne. Donc, voilà. Sur la question suivante, non, sur ce sujet-là, je l'ai réglé. Par contre, il y en a d'autres que j'ai pas, parce que moi, c'est rien d'autre. Donc, on va retravailler ensemble avec Carole, mais entre-temps, elle avait signé encore. Et, c'est bien, ce rythme. Donc, je l'attends encore pendant 2 ans. Je ne vais pas dire sur quoi, mais c'est toujours aussi avec encore sur des questions liées aux femmes, etc. Parce que je pense que le binôme fonctionne bien sur ce terrain-là. Voilà la suite, format environ 200 pages chez Glénat, etc. Voilà. C'est bon, ça m'a permis, je dirais que c'est le seul indice que je peux donner, de aborder un sujet qui est plus douloureux. Une personne. Moi, fille jeune, moi, je suis inclusive. Avez-vous rencontré des critiques ou des oppositions en faisant cette bande dessinée? Alors, pas du tout. Donc, je dois avouer que je suis... Et donc, je vais rebondir sur autre chose pour dire des fois quand même on me critique. Bon, c'est tout ce qui vient à nous est dithyrambique. Après, la société française est quand même très... sur le sujet de l'IVG, il n'y a plus tellement d'opposition, quoi. On l'a vu d'ailleurs comment c'est passé, à part le président du Sénat et quelques autres. Oui, mais... Alors, il y a effectivement des mouvements, mais en tout cas, moi qui me fais embêter sur les réseaux sociaux sur pas mal de choses, là, il n'y a rien qui est remonté. Et sur l'ensemble des critiques médiatiques qu'on a eues, et je veux dire, on a même eu un article du Point, dithyrambique. Alors là, je suis tombée des nues. De la presse de droite quand même, hein, pas qu'un peu maintenant, le Point. Donc, voilà. Alors, en plus, je m'y étais préparée parce que quand j'ai sorti l'abolition, j'ai eu une remontée de 6-7 messages dans mes mails, directement dans mes mails, vraiment pas agréables, comme quoi j'étais accomplice des assassins, que Robert Badinter et moi, paix à son âme, mais il était encore en vie à l'époque, c'est nous qui méritions le châtiment, ou que nos enfants, on s'en prend toujours à ma fille aussi, 3 enfants, j'ai une fille, 2 garçons, à chaque fois on me dit « ouais, c'était votre fille ». Quand c'est sur les réseaux sociaux, quand c'est par mail, je réponds pas, mais sur les réseaux sociaux, des fois, je réponds. Je dis non, mais alors, c'est quoi la différence entre ma fille et mes fils? Enfin, et puis c'est horrible de souhaiter du mal aux gens. Enfin, d'où vous vous mettez? On parlait de la punition, de la peine tout à l'heure, et de cette pulsion à vouloir faire souffrir l'autre. C'est quand même assez fascinant. Donc, suite à ça, à cette expérience-là, puis ça s'était calmé, hein, je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait des remontées un peu sur les mouvements. Comme on a vu aux années qui sont assez, pourtant, oui, effectivement, en ligne, les survivants, là, 1 sur 5, ce genre de trucs, il n'y a rien. Il n'y a rien eu. Donc, je touche du bois. C'est agréable de ne pas avoir ça. Mais voilà. Non. Tout le monde a trouvé ça très bien. Je crois qu'il y a des questions d'émotion par rapport à ce livre aussi et que certainement pas mal de gens s'y projettent. Voilà. Quelles sont vos sources et vos modèles d'inspiration? Alors, les modèles, c'est un grand débat qu'on déjeuner. Enfin, j'essaye de... mes sources d'inspiration, alors mes sources vraiment historiennes, cet album-là, c'est ça la question? Oui, bah, les minutes du procès, hein, qu'on trouve, ou dans le livre de choisir, documentaire. Alors, j'évite de regarder des choses qui ont été faites en fiction sur ces sujets. Donc, par exemple, il y a un téléfilm de fiction sur procès de Bobigny. Alors, mais je l'ai regardé en vitesse. J'ai tout un propre travail de fiction. Pas vite se faire influencer, vouloir m'embêterait.
Après, il y a quand même beaucoup de pistes. Non, moi, j'aime beaucoup ça, faire de la recherche, plus un peu en rhizome, comme ça, je tire un fil, je vais à droite, à gauche. J'ai relu tous les bouquins d'Halimi, alors que je n'avais pas particulièrement besoin de lire Jamila Boupacha. Mais comme je mets quand même la couverture de ce livre-là, et ben, j'ai relu Jamila Boupacha. Voilà. C'est plus une sorte de contexte. Je pense qu'à chaque fois je mets un addendum à la fin, ça n'a pas vocation à être une œuvre historique et tout. C'est très important pour moi parce que justement je ne fais pas ça à ce moment-là. Mais il y a un moment donné où j'arrête de faire de la recherche en fait et où je dis bon, c'est bon, j'ai assez. Et donc, je vais faire avec ce que j'ai. Et s'il y a des choses qui ne collent pas avec la réalité historique, c'est pas grave. Moi, je fais un de bande dessinée. Là, il y a beaucoup de choses fictionnées. J'ai dit souvent, on n'est pas dans les chambres à coucher. Là, en l'occurrence, toutes les scènes entre Michel et Marie-Claire, on n'y était pas. On bribe de ça, on peut avoir un minimum d'informations, mais nous n'y étions pas. Donc, c'est plutôt des scènes que je réécris par rapport à ma propre histoire. Et je vais aussi en profiter pour dire quelque chose qui est mental pour moi sur cet album. Parce qu'à chose, comme ça, j'ai écrit, relation mère-fille. Je dis tout à l'heure que moi, j'écris toujours pour moi, avant tout. Quand il y a une bonne réception, je suis contente. Mais enfin, à la base, ce n'est pas tellement mon sujet. Et donc, le fait est que j'avais besoin d'écrire là-dessus, à la fois sur la filiation, moi, par rapport à ma mère, mais moi aussi en tant que mère de ma fille, et de cette transmission sur 3 générations, je dirais, par rapport à ce sujet-là. Et il y a des moments où je suis Michel Chevalier dans ce livre-là, il y a des moments où je suis Marie-Claire Chevalier, et tout s'en mêle. Donc tout ça, c'est très personnel en fait. Et donc là aussi, la personne qui écrit, l'autrice en l'occurrence, utilise un petit peu la vie de ces personnages réels pour s'embarquer avec. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des moments où je me suis laissée embarquer, bien sûr. Le retour de Marie-Claire après le viol, c'est la salle de bain. C'est vraiment mon vécu à moi. Mais ça doit être assez proche parce que d'un vécu universel, puisque dans le cadre de si ces choses-là ont été vécues, parce que j'ai eu beaucoup de retours, et ça je m'y attendais pas du tout, de femmes qui m'ont dit ou m'ont écrit qu'elles avaient pleuré. Et alors la première fois j'étais surprise, en fait ça s'est multiplié. Donc là, je me suis dit, d'accord, c'est des fêtes qui ont pleuré parce qu'elles ont eu des violences sexuelles et que la façon dont moi-même je l'ai vécu et je l'ai raconté est une façon universelle sur la honte, l'humiliation qu'on cache, etc. Bon, et tout ça. Et sur l'avortement aussi, évidemment. Donc, voilà où on s'arrête sur les sources et où on se laisse embarquer par le fait que on fait de la bande dessinée et donc et là c'est pas de la bande dessinée documentaire. Je fais de la bande dessinée très très documentaire à côté. Il y a un bouquin qui est sorti juste après qui s'appelle « Dans les couloirs du Conseil constitutionnel ». Je veux dire, c'est un couloir constitutionnel. C'est la BD la plus drôle que j'ai écrite, ça c'est vrai. Mais vraiment, parce que c'était le challenge, il fallait absolument rendre ça drôle parce que sinon ça allait être imbuvable. Mais parce qu'on se met en scène avec la dessinatrice. Mais là, on est dans le documentaire. Là, c'est pas du tout le cas dans le procès de Bobigny. On est vraiment dans le récit, en fait. Voilà. Est-ce que je peux juste me permettre une note de bas de page? Est-ce que tu pourrais expliquer pour les néophytes ce que c'est des minutes de... Je vais laisser même carrément la juriste qui le dira avec les bons mots. C'est la retranscription du procès, en fait. De tout ce qui se dit au procès. On a là les minutes, voilà, les pièces. Merci. Et il y a une question juste à ma droite, juste avant. Voilà. Je ne dirai pas, je vous promets. Deux questions. Il y en a vous essayez d'espoir. Quel message
d'espoir, pardon, vous essayez de véhiculer à travers votre œuvre? D'espoir, c'est qu'on ait le choix. C'est tout. Que après, de ce choix, il enfin, l'espoir, on les billes pour que les luttes aboutissent. Et il se trouve que je reviens souvent sur le fait que, parce que moi, les luttes que je mène sont des luttes autour de la justice, et bien que ces luttes-là, souvent, elles ont en tout cas, avant d'aboutir légalement et juridiquement, elles se produisent souvent dans des tribunaux qui font jurer. Voilà, il y a des moments de jurisprudence où on se rend compte que la loi n'est plus en conformité avec la société, comme le disait Laurence tout à l'heure. D'accord, merci. Et l'autre question qu'avait surtout ma camarade, qui est juste à côté de moi, finalement, elle va la poser. Quel moment ou partie du procès vous touche le plus? Quel moment, quelle partie. Je crois que ce que je disais tout à l'heure sur le professeur Méliès, parce que c'est vraiment la personne, je pense, dans toute cette histoire qui est la plus, a priori, que j'aurais perçue comme la plus éloignée de moi. Et donc, moi, j'aime bien qu'on bouscule un peu mes certitudes. Donc, cet homme d'un certain âge, d'une classe sociale dont je ne suis pas issue, avec tout ce qui véhicule, catholique pratiquant, fervent, etc. En fait, voilà, moi je trouve qu'il fait preuve d'un courage gigantesque. Je vais revenir à la peine de mort. Dans les années 70 plutôt, il y avait un député très à droite qui s'appelait décédé Pierre Bas, qui était contre l'avortement d'ailleurs. Hein. Bon, il a voté contre, mais contre la loi. En revanche, ça a été un des plus grands défenseurs de l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale, donc contre son camp. Et surtout, il recevait, en plus c'était un député des quartiers chics de Paris, il devait être député du 7e ou quelque chose comme ça. Il recevait chez lui des messages de mort et tout, et vraiment un député catholique de droite et tout. Et le mec se battait, mais corps et âme à l'Assemblée pour dire, mais moi je suis pour l'abolition de la peine de mort, il faut que ça cesse, cette horreur et tout. Voilà, quand on est très éloigné de moi et qu'on se rejoint dans quelque chose qui nous est viscéral, moi ça me parle beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des protagonistes de cette BD ou d'un autre livre que vous avez écrit avec qui vous avez pu dialoguer ou qui ont pu vous donner plus d'informations sur ces histoires-là? Alors, quand j'ai commencé à écrire Bobigny, Gisèle Halimi est morte. Et quand Carole s'est mise à dessiner, Marie-Claire Chevalier est morte. Donc, non, c'est vraiment, ça a été en plus assez difficile. Ouais, ça, c'est des violences. Quelque part, parce que symboliquement, en plus, elle était en train de dessiner et tout, ouais, ça a été assez choquant. Donc, pour Bobigny, non. Alors, non, mais après, quand le livre est sorti, donc un jour, il y a une dame qui m'écrit en me disant « Je suis la fille de Claude Servan-Schreiber ». Ah je dis d'accord, bonjour. Alors j'ai lu votre livre et tout, et je l'ai fait passer à ma maman, et elle le trouve super. Et voilà pas que sur Instagram, Claude Servan-Schreiber, 86 ans, m'écrit en me disant « Oui, bonjour madame, j'ai lu votre livre, il est super. » Et puis qu'est-ce qu'elle m'a bien dessiné, la dessinatrice? C'était ma coupe de cheveux de l'époque. Alors moi, j'y vais à fond. J'y vais enchantée, tout ça. Et donc cet été, je dois aller la voir chez elle. On va se rencontrer. Donc ça, je suis super contente parce que voilà. J'ai la petite fille de Jacques Monod qui m'a écrit aussi en me disant « Ah, j'ai lu votre livre et tout, c'est super. » Pareil, Instagram. Alors, Instagram, apparemment, c'est la porte d'entrée pour parler aux gens maintenant. Voilà. Et elle m'a dit que son frère, qui doit être expat à Singapour, le diffusait dans la communauté française de Singapour. Enfin, il y a des moments surréalistes. Claude Servan-Schreiber aussi m'a dit que sa meilleure amie, et j'ai oublié son nom là, je vais pas le retrouver sur le moment. C'est une historienne du genre c'est une historienne américaine du genre
et de la question des luttes ouvrières françaises, qui vit, je ne sais plus, aux États-Unis. Donc, elle lui a fait parvenir le bouquin, et sa petite fille qui est francophone aussi l'a lu. Donc, savoir qu'actuellement, mon bouquin est chez des intellectuels, des femmes militantes féministes, universitaires, dans un pays, on est revenu sur le droit à l'avortement, ça, c'est super important pour moi. C'est pareil, on a une première traduction, c'est en polonais. Je ne m'y attendais pas du tout. Pays, voilà, il y a une vraie volonté politique derrière. Donc ça me fait très plaisir. Pour revenir à votre question, en revanche, moi j'ai j'ai connu pas mal Robert Badinter. Quand je faisais ma thèse, en fait, là je vais vous raconter un truc rigolo, voilà. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu, je dirais, en 2010. Chez qui je suis allée, mais c'était vraiment lié à ma thèse. Et donc, quand j'ai commencé à faire ma BD autour de son parcours, mon éditeur m'a dit, parce que les éditeurs, ils pensent un peu marketing, dit, est-ce que tu ne voudrais pas demander une préface à Robert Badinter, vu que tu le connais? J'ai dit, on est hors de question, je ne vais surtout pas le mettre au courant que je suis en train d'écrire un bouquin sur lui, parce que je le connais, justement. Et donc, je vous dis ça, le 9 février, pour moi, était un grand jour de deuil. J'ai pleuré, j'en suis toujours parmi, mais voilà. Donc, une semaine avant que le bouquin sorte en librairie, je reçois mon premier exemplaire chez moi de vérification et je lui envoie avec un petit mot manuscrit. On avait des échanges mails, plusieurs fois j'ai eu au téléphone, depuis, bon. On s'était même croisés 3-4 fois, après qu'il m'ait reçu chez lui. Donc, je lui envoie le livre. Et en fait, il ne me répond pas, mais je m'y attendais parce que je le connaissais, je savais comment il était, qu'il n'allait pas du tout apprécier en fait que je l'ai fait sans lui en parler. C'est un livre qui est dithyrambique sur lui, donc il y a vraiment... voilà. Bon, je me dis, ok, il ne veut plus me parler. Je lui envoie 2-3 mails auxquels il ne répond pas. Je dis, d'accord, tant pis, quoi. Et un jour... je dirais au printemps, il y a du Larsen. Au printemps 2021, je reçois un mail du Panthéon. Le Panthéon à Paris. Bon. Je reçois un mail du Panthéon. Bonjour madame, on monte une expo autour, on va faire une grande exposition pour les 40 ans de la loi de l'abolition de la peine de mort qui s'appellera Un combat capital. Et en fait, on cherche une conseillère scientifique. Et en fait, est-ce que vous accepteriez? Donc, j'appelle ces gens, j'étais un peu sidérée parce que je n'enseigne pas à l'université ni rien. Donc, certes, je suis spécialiste de mon sujet, mais je ne suis pas la seule et surtout, je ne travaille pas à ce réseau-là. Donc, je les appelle et tout. Et, je contracte avec eux, je dirais. Et donc, je dis à la dame au téléphone, à un moment donné, je dis, en revanche, vous êtes venu à moi comment? Elle me dit, on a contacté Robert Badinter qui nous a dit contacter cette dame. Ah, j'ai dit, ok, tout est pardonné. Donc, voilà, il a mis 2 ans. Donc, j'ai bien fait, j'ai été conseillère scientifique de cette expo au Panthéon, ce dont j'étais particulièrement fière, j'avoue. Et en même temps, on s'est rabiboché à ce moment-là avec Robert Badinter. J'ai envoyé un mail en disant, oui, monsieur, le Panthéon, ça, je vous remercie. Il m'a dit que non, c'était tout à fait normal. Donc, bon, voilà. Il avait fallu 2 ans pour avaler la pilule, que j'avais fait un bouquin sur lui sans lui en parler. Voilà. Sinon, sur les autres livre, alors si, sur le couloir du Conseil constitutionnel, j'ai passé 1 an au Conseil constitutionnel. Donc les Fabius, oui, je l'ai vu pas mal, les autres sages aussi, voilà. Sur les gens un peu connus, on va dire, c'est toujours assez rigolo en fait. Voilà. Ouais, on le voit de suite que c'est drôle. Moi, je suis devant, je souris, et Gali, derrière, elle fait la gueule parce que je suis allée la chercher. Je dis, viens, je t'embarque, j'ai un super truc à te proposer. Et elle me dit, mais attends, mais moi, je connais rien l'histoire, je connais rien la justice. Et puis alors, la politique, ça m'intéresse pas. Mais je dis, tu vas voir, on va s'éclater. Et c'est vrai, après, elle se déride au fur et à mesure. Voilà. Bref. Est-ce qu'il y a encore une ou 2 questions? Peut-être encore une, c'est bientôt l'heure, mais... Donc la dernière question. C'est pas vraiment une question,
moi, j'ai pas l'habitude de parler. J'ai oublié de dire que le fait que l'IVG arrive au niveau de la Constitution européenne, ça serait bien pour tous les étudiants qui vont en Erasmus. Et si on a parlé de Chypre, il n'y a peut-être pas beaucoup d'étudiants qui vont à Chypre, mais l'été 2022, une jeune femme américaine qui était enceinte, qui a fait ce qu'on appelle une fausse couche, elle a été hospitalisée à Chypre et les médecins ne pouvaient pas faire quoi que ce soit pour elle. Parce qu'ils risquaient 4 ans d'emprisonnement, le retrait de leur diplôme, etc., etc. Elle a eu la vie sauve, parce que des fois, ça se passe mal. Vous savez ce que c'est une fausse couche? C'est un avortement spontané, parce qu'un avion sanitaire est venu la chercher à Chypre et l'a emmenée en Espagne. Voilà, donc je vous encourage à être signataire de cette ICE. Autre clin d'œil, si vous voulez donner un petit coup de pouce aux Polonaises, elles attendent des photos de rassemblements en Europe pour les soutenir en Pologne. C'est jeudi et vous pouvez poster, je pense que sur My Voice, My Choice, vous devez pouvoir poster vos réalisations. Sinon, je vous attends à la sortie. Merci. Eh bien, si vous n'avez rien à ajouter, on peut clore la séance de questions et de discussions. Et oui, on va applaudir nos 3 intervenants.